Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette session de l'après-midi sur le biais de genre. Et pour celles et ceux d'entre vous qui nous suivez sur Zoom, merci de nous avoir rejoints. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints également dans la salle. Et simplement à titre d'information, les sessions de ce matin ont été enregistrées et seront disponibles en ligne sur le site web sur lequel vous vous êtes inscrit. Maintenant, nouvelle session cet après-midi sur les biais de genre dans la vie au quotidien. Et nous allons parler de différentes situations de biais de genre qui peuvent être rencontrés. Première oratrice cet après-midi, le docteur Rawan Sharafeddine, qui est diplômé de l'Université de Lyon sur les politiques de l'enfance, la dominance de la cognition sociale. Elle travaille désormais à l'Université de Lorraine et va nous parler de son travail sur les biais de genre dans les représentations chez l'enfant. Je vous prie d'accueillir Rawan Sharafeddine. Bonjour et merci. Donc les travaux que je vais vous présenter sont des travaux préliminaires dans le cadre d'un projet que nous menons actuellement avec Jean-Baptiste van der Ernst au Centre de recherche des neurosciences de Lyon. Et moi, je suis postdoc sur ce projet à Nancy. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de définir ici ce qu'est le genre, mais je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que les différences de genre sont en fait inclus des significations hiérarchiques dans toutes les sociétés. Donc non seulement les hommes et les femmes font des choses différentes, mais d'une manière générale, les hommes effectuent des tâches supérieures, considérées comme supérieures aux tâches effectuées par les femmes. Ils ont plus de contrôle sur les ressources et sur l'environnement, et ont également, de manière indirecte, le contrôle sur les femmes via les ressources, ou ils ont le contrôle direct sur les femmes. Au cours des 40 dernières années, on a vu également un effort dans le domaine de la psychologie pour étudier le développement du genre, comment les enfants finissent par comprendre les distinctions de genre dans leur société et quels sont les processus de développement qui sont impliqués pour entretenir ce système de genre, pour perpétuer les différences de genre, les stéréotypes, les normes et bien entendu les hiérarchies de genre. Ici, une matrice que j'ai retirée d'un chapitre de Birenbaum en 2006 et le grand sujet d'étude qui reprend les grands sujets d'études traités jusqu'à cette époque-ci. Et la hiérarchie des genres en fait partie. Vous avez ici différents domaines comme les attributs personnels, les intérêts, etc. Et pour chacun de ces domaines de contenu, les enfants développent des concepts, des croyances, des stéréotypes, développent un sens d'eux-mêmes, développent des attitudes, des préférences vis-à-vis de ces domaines de contenu, ainsi que des comportements. Donc, de manière assez surprenante, cette littérature n'a prêté que peu d'attention aux relations hiérarchiques. Et ici, si vous regardez les relations sociales, vous voyez que les relations de pouvoir ou la hiérarchie ne sont pas citées. On parle plus de mixité, d'amis, du sexe des pairs, etc., etc. Donc, nous avons proposé de combler cette lacune et d'étudier comment les enfants attendent, si tant est qu'ils attendent, une hiérarchie de genre. Et nous avons étudié non seulement les représentations stéréotypiques, mais également les attitudes par rapport à cette hiérarchie de genre, et essayer de voir comment les enfants se construisent eux-mêmes dans ce contexte. Donc,
Bien entendu, la littérature sur le développement de genre fournit des éléments de preuve indirects sur la manière dont les enfants développent des croyances et ce qui leur permet d'entretenir la hiérarchie des genres. Par exemple, les attributs de personnalité des gens sont en grande partie hiérarchiques. On en a déjà parlé ce matin, on a des stéréotypes de masculinité qui disent intelligent, affirmé, leader, compétent, etc. Et du côté féminin, les stéréotypes sont timides, réservés, etc. Donc tout cela implique un sens hiérarchique. Et quand les enfants s'identifient à ces stéréotypes, alors ils reproduisent la hiérarchie qu'ils contiennent. Mais nous ne savons pas exactement à quel moment les enfants prennent conscience de ces stéréotypes de personnalité. On avait quelques éléments. Il y a une étude qui a été citée par Christiane ce matin par Bian et ses collègues en 2017. C'est un article publié dans Science qui montre que les enfants, avant l'âge de 6 ans, non, pardon, après l'âge de 6 ans, les enfants pensent que les hommes sont vraiment intelligents et que les femmes sont vraiment gentilles. Avant l'âge de 6 ans, les enfants ont un biais pour les personnes de leur propre genre, mais attribuent ces deux caractéristiques aux personnes de leur propre groupe de genre. Mais à partir de l'âge de 6 ans, on a des représentations plus stéréotypées, comme si les filles commençaient à reconnaître que ce sont les hommes qui sont véritablement intelligents et que les petits garçons commençaient à se reconnaître que ce sont les femmes qui sont vraiment gentilles. Et très élégamment, ces auteurs ont démontré que ces jugements sont corrélés par des choix d'activités. À partir de l'âge de 6 ans, les petites filles ont tendance à éviter des activités qui sont présentées comme étant vraiment difficiles, alors que les petits garçons ne les évitent pas. Donc vous avez ici un développement très précoce et une belle illustration de la manière qui montre que les stéréotypes peuvent produire une hiérarchie des genres et ce à un âge très précoce. Donc je vais passer tous les autres articles parce que pour des raisons de temps, mais nous pourrons y revenir plus tard. Avec ces éléments de preuve indirects, on a également des éléments de preuve directs sur la hiérarchie des genres et comment elle se forme dans les représentations des enfants. Ici, vous avez une étude de 2001, donc une étude avec des tâches. Vous avez une profession tout à fait inhabituelle, exercée soit par des femmes, soit par des hommes. Et quand vous montrez ces images à des enfants de 12 ans, quand elle est effectuée par des hommes, elle est jugée comme étant d'un statut supérieur au statut attribué lorsque la tâche est réalisée par une femme. Mais là, c'est un effet de l'âge puisque les enfants plus jeunes n'ont pas cette représentation stéréotypée de la hiérarchie des occupations. Ensuite, vous avez une autre étude qui a été publiée en 2022 sur une tâche de choix. On a demandé, au moment de l'élection du conseil d'établissement, on a demandé aux enfants qui devait être le président. Et chez les enfants de 5 à 6 ans, il y avait un biais en faveur du genre du répondant. Les petites filles s'attendant à ce que la présidente soit une femme, les petits garçons à ce que ce soit un homme. Et ce biais disparaissait à l'âge de 7-8 ans chez les petits garçons. Donc, à 7-8 ans, les petites filles disaient bah, les chances sont égales, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais les petits garçons s'attendaient à ce que ce soit un petit garçon qui soit président. Donc là encore, vous avez un effet de l'âge, où vous avez une représentation dans la hiérarchie qui évolue à partir de l'âge de 7 ans. Vous avez donc d'autres études qui sont similaires à celle-là et qui... Mais la question est de savoir, est-ce que c'est que les jeunes enfants ne s'attendent pas à avoir une hiérarchie ou est-ce qu'ils ne comprennent pas que le rôle de président, c'est un rôle de prestige politique? Donc pour étudier la hiérarchie des genres
dans des conditions plus observables, comme par exemple les relations de pouvoir, nous, et pour voir si les enfants pouvaient constater des hiérarchies de genre dans les relations de pouvoir à des âges très précoces et pouvaient développer ces représentations très précocement. Pour cela, attendez, alors il faut que je vous dise d'abord que les enfants comprennent les relations de pouvoir, hein. Il y a eu beaucoup d'études récemment réalisées sur des enfants pour voir si ils comprenaient les relations de pouvoir. J'ai d'ailleurs mené une de ces études dans le cadre de ma thèse, et on se rend compte que même les tout jeunes enfants, avant d'être scolarisés, attendent s'attendent à avoir des relations de pouvoir, et cela par rapport à des indices physiques, la taille, le nombre d'alliés, le fait d'être imité, le fait de définir des normes, etc. Tout cela semble indiquer que telle ou telle personne est le chef, la chef dans telle ou telle situation. Vous avez également des indices surnaturels, comme par exemple un enfant va s'attendre à ce qu'un agent capable de voler, tel Superman ou Superwoman, pourquoi pas, sera le chef ou la chef dans une situation donnée. Donc, dans toutes ces études euh, étudier le genre, et même nous ici, nous avons fait une erreur, nous avons présenté uniquement des marionnettes masculines pour juger les situations de domination ou de pouvoir. D'autres présentaient des marionnettes qui correspondaient au genre des enfants auxquels ils posaient les questions, et d'autres n'avaient pas ce biais. Mais en fait, le pouvoir n'est pas perçu de la même manière selon qu'il s'agit d'un pouvoir féminin ou masculin. Et les adultes ne le perçoivent pas de la même manière selon que la personne en situation de pouvoir est un homme ou une femme. Donc, commençons par l'étude que nous avons menée. Nous avons montré un stimulus à des enfants tel que celui-ci, avec un personnage qui pointe du doigt dans une position dressée, redressée, et l'autre personnage qui est replié, qui regarde vers le bas. Et nous avons demandé aux enfants, eh bien, selon toi, quel est le garçon, quelle est la fille? Et nous avons également demandé si cela dépendait et nous voulions voir si cela dépendait du genre de l'enfant ou de sa culture. Donc voici le dialogue. Regarde, tu vois, il y a deux enfants. L'un des enfants dit à l'autre, tu dois faire tout ce que je dis, et l'autre enfant répond, ok, je vais faire tout ce que tu veux. Donc là, c'est véritablement un type particulier de pouvoir, un pouvoir autocrate, où l'un des personnages a le pouvoir et l'autre est soumis, sans poser de questions. Première question posée à l'enfant, dans le cadre de la tâche. Qui dit « fais ce que je veux » et quel est le personnage qui répond « ok, je ferai ce que tu veux ». Donc ça, c'est une question de compréhension de la posture. Je vais vous montrer les résultats, mais une grande majorité des enfants âgés de 4 ans et plus ont correctement compris la relation, et on dit que le personnage qui pointe du doigt est le personnage dominant et que celui qui baisse les yeux est le personnage soumis. Les enfants de moins de 4 ans avaient également de bons résultats, mais un peu moins que les enfants plus âgés. Ensuite, deuxième question, ici il y a un garçon, une fille, peux-tu me montrer la fille, peux-tu me montrer le garçon? On avait recruté 551 participants âgés de 3 à 7 ans. On a d'abord mené l'expérience en France, puis au Liban, qui est un pays dans lequel les droits des femmes et les représentations des femmes dans la société sont encore très en arrière par rapport
aux pays européens. Le Liban est un pays dans lequel, lorsque j'ai mené cette expérience, les enseignants venaient me voir en me disant, est-ce qu'ils ont eu la bonne réponse? Comme s'il y avait une bonne réponse à cette question. Et on est ensuite allé en Norvège, où, à l'inverse, vous avez beaucoup de progrès dans la société en faveur de l'égalité des genres. Donc on voulait voir si cela avait un effet ou non. Et voici les résultats pour la France. Donc ici, la proportion d'enfants ayant répondu que le personnage qui pointe le doigt est le garçon et la proportion d'enfants ayant répondu que celui qui pointait le doigt était la fille. Et vous voyez que dans les trois groupes d'âge, on a une proportion très importante d'enfants qui ont répondu que le personnage qui pointe le doigt est le garçon. Au Liban, on s'attendait à ce que les résultats ne soient pas très différents. C'était le cas, sauf pour le groupe des enfants de 3 ans, pour lequel on n'avait pas vraiment d'effet, ou en tout cas, l'effet était non significatif. Mais de 4 à 6 ans, vous aviez les mêmes résultats, une grande majorité des enfants qui associaient le personnage pointant le doigt au personnage masculin. En Norvège, on s'attendait à ce que les résultats soient un peu différents. Or, ce n'est pas le résultat que nous avons obtenu. Nous avons obtenu exactement les mêmes résultats au Liban. Donc, rappelez-vous, hein, il s'agit d'une situation de pouvoir un peu particulière, assez autocrate. Vous avez cette posture également qui doit jouer un rôle. Et le fait que la posture dominante rend le personnage plus grand, ce qui peut ramener à une caractéristique stéréotypée et masculine. Et cette étude de Bellé et de Marianne Lefrance a montré... Alors, il montrait des photos d'hommes et de femmes dans des postures un petit peu comme celle-là, et les adultes avaient plus de problèmes à catégoriser le genre des femmes, disant que et la posture est vraiment liée à la masculinité. Et ce n'est pas une coïncidence. Si les hommes ont cette posture, c'est lié à leur statut de pouvoir dans la société. Mais je voulais également vous dire que la posture n'est pas la seule chose qui entre en jeu. Parce que, par exemple, pour des enfants qui ne comprenaient pas bien la posture et qui avaient une mauvaise corrélation, ils n'ont pas associé cette posture à la masculinité. Et j'ai un autre test dans lequel j'ai montré différents types de postures aux enfants, mais de manière isolée. Quand je leur montrais ceci, cette posture-ci ou cette posture-là, de manière isolée, sur des stimulus différents, et j'avais des enfants de 10 ans, quand je montrais cela seul en disant aux enfants, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille, les enfants répondaient au hasard ou me disaient, ça j'en sais rien. Donc il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'interaction entre les deux personnages ici. Étude suivante que je vous présente et qui répond en partie à la question. Donc vous avez un type là de pouvoir très particulier, vous avez ce paramètre de posture qui jouait un rôle sans doute. Donc cette fois, dans cette deuxième étude, on a fait des inférences passant du genre au pouvoir. On a présenté deux marionnettes, une de fille et une de garçon. Et nous avons demandé aux enfants... Alors, les marionnettes jouaient derrière un écran et nous avons demandé aux enfants qui a dit quoi. Par exemple, dans la session d'entraînement, les marionnettes donnaient leur nom, je m'appelle Sam, je m'appelle Léa. Et ensuite, on demandait aux enfants qui a dit je m'appelle Sam, qui a dit je m'appelle Léa. Donc, on a entraîné les enfants à l'exercice. Les enfants de 3 ans étaient franchement très mauvais, donc on n'a pas pu les inclure dans l'étude. Donc, l'étude a été menée sur des enfants de 4 et 5 ans. Alors, il y avait deux situations. On avait une situation de pouvoir
avec plus d'opposition de la part du soumis, et l'autre comme ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Mais dans celle où il y avait plus d'opposition, c'était ah j'aime jouer à cache-cache, oui d'accord je veux bien jouer à cache-cache, etc. Bref, et à la fin vous aviez un conflit. Et à la fin, l'un des personnages disait non, non, c'est pas vrai. Moi, c'est moi qui fais les règles et qui décide à quoi on va jouer. Et l'autre qui répond ok, d'accord, c'est toi qui décides. Il y avait une autre situation où les deux marionnettes ont de l'argent dans la poche et vont décider d'aller acheter une glace. Et l'une des marionnettes dit j'ai 10 centimes et l'autre j'ai 3 centimes. Et on demande aux enfants de dire lequel a 10 centimes, lequel a 3 centimes. Voilà, c'était très simple. On a mené le test à la fois en France et au Liban. On s'est dit que la situation d'asymétrie de ressources allait provoquer une différence culturelle parce que au Liban, notamment dans le sud du Liban, on était dans le sud du Liban où les femmes sont très sous-employées, alors qu'à Lyon, nous étions dans un environnement de classe moyenne avec des femmes qui travaillent plus dans cette culture que dans la culture du Liban du Sud. Voici les résultats pour la France. Ce que l'on voit ici, c'est que dans le groupe de garçons, on voit toujours l'effet d'associer la prise de décision au fait d'être un garçon et la supériorité des ressources au fait d'être un garçon. Mais chez les filles, cet effet disparaît. Pour les deux scénarios. Au Liban, exactement la même chose. Donc les participants garçons pensent que le pouvoir de décision et la supériorité des ressources appartient aux garçons, alors que chez les filles, les résultats sont assez égaux. Et ce type d'inférence de genre à pouvoir est sans doute plus malléable, plus ouvert aux décisions personnelles. Ici, vous avez un ensemble important de filles qui ont décidé de donner le pouvoir à la marionnette de leur genre, à la marionnette de la fille. Mais ce n'est pas tout ce que vous avez ici, parce que vous n'avez pas un résultat en miroir ici. Vous n'avez pas les garçons qui disent le garçon est leader et les filles qui disent c'est la fille qui est leader. Non, les garçons disent le garçon est leader, mais pour les filles, vous avez des résultats à peu près égaux. Donc vous avez un peu une préférence de genre, mais il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu et ce sont ces autres éléments qui, selon nous, sont les représentations stéréotypées de la puissance masculine. Deux autres études ont abouti au même type de résultats. Ici, l'étude de 2020 menée par Mandala Iwala et Rod, qui présente une tâche de corde. Alors, les enfants se voient présentés par un carton avec représentation d'un garçon et d'une fille et devaient placer le carton sur une échelle en fonction de quel était le dessin qui avait le plus de vêtements, le plus de jouets et avec qui ils voulaient jouer pendant la récréation. Donc vous aviez les facteurs de richesse et de puissance. Et pour l'instruction, c'était que les personnages de plus haut statut devaient être placés en haut de l'échelle et les personnages de plus bas de statut devaient être placés en bas. Et en moyenne, les filles ont placé les garçons plus haut sur l'échelle. Mais cet effet vient des garçons en fait. 71% des garçons ont posé les garçons en position supérieure. Alors que 50% seulement, entre guillemets seulement, des filles ont mis les garçons en position plus élevée sur l'échelle. Donc vous avez la même asymétrie. Vous avez un biais de genre pour les petits garçons, mais qui n'intervient pas pour les participants féminines. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Maintenant, dernière expérience
Donc, dernière expérience, on a demandé, dans ce contexte, comment est-ce que les enfants pensent à eux-mêmes? Là, j'ai présenté ce type d'image en disant aux enfants, bah, tu es qui toi sur cette image? Et on sait que les enfants ont tendance à euh, se voir plus grands qu'ils ne sont, surtout dans une culture comme une culture occidentale où être fort est quelque chose de positif. Donc une majorité d'enfants vont vous dire qu'ils sont dans la position du personnage redressé et pas dans l'autre. Mais ce résultat n'est pas trouvé au Japon. Au Japon, ce type de comportement n'est pas valorisé. Les enfants ne veulent pas se retrouver dans cette position. Mais dans nos expériences précédentes, nous n'avions pas spécifié le genre de l'autre. Ici, nous avions deux conditions. Une condition même genre, genre identique. Quand le participant était une participante, on disait à l'enfant, bon, ça c'est une fille, toi tu es qui? Et quand on disait, ou alors on lui disait, bah, il y a toi et un petit garçon sur le dessin, où est-ce que tu es, toi, où est le petit garçon? Et on voit que à la fois les petits garçons et les petites filles augmentent leur statut en disant qu'ils sont le personnage le plus puissant. Donc là, il n'y a pas de valeur différentielle donnée au pouvoir en fonction du genre de l'enfant. Mais dans des conditions de genre différents, vous avez une différence significative entre garçons et filles. Les filles augmentaient leur statut, mais pas forcément de manière importante, et en tout cas beaucoup moins que les petits garçons dans un contexte d'interaction entre les deux genres. Donc en résumé, nous avons démontré que les attentes de hiérarchie de genre et de relations de pouvoir apparaissent très tôt, dès l'âge de 4 ans, et que cela peut atténuer le biais de genre pour les filles et les capacités à augmenter son statut pour les filles dans un contexte de genre mixte. Donc je voulais dire que nous devons faire attention aux relations et à la manière dont les enfants et surtout les petites filles s'auto-stéréotypent dès lors qu'elles entrent en relation. Elles n'entrent pas en relation de la même manière selon qu'elles interagissent avec des filles ou avec des garçons, ce qui peut être un mécanisme très subtil qui démarre très tôt dans la vie et qui peut avoir un impact sur la formation de l'identité d'une petite fille. Merci pour votre attention.